Question de Laurent, très intéressante parce que un des moteurs, une des locomotives de l'investissement en bourse, notamment pour le grand public, c'est les introductions en bourse. On se souvient des grandes privatisations en France. Et là, il y a Facebook qui pointe le bout de son nez, on en parle depuis des mois. Est-ce que ça va créer une dynamique? Est-ce que vous pensez que les Français vont s'intéresser à cette introduction de Facebook qui devrait défier pas mal de records? C'est vrai que les introductions, il y en a de moins en moins parce que la conjoncture est pas favorable et s'y porte pas. Alors c'est vrai que quand on a des grands noms comme Facebook qui arrivent sur le marché, oui, c'est intéressant. Ça devrait quand même tirer l'attention des médias aussi. Oui, tout à fait. 100 milliards, je crois. Oui, mais ça va attirer l'attention sur le marché américain. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les investisseurs reviennent sur le marché français et soient actifs sur les valeurs françaises. Parce que Facebook le sujet à la est là, française. quoi. Exactement, oui. Jean-Marc, les chefs d'entreprise, vous le disiez tout à l'heure, ils ont un rapport assez ambivalent avec la bourse. C'est de l'amour quand ça va bien et de la haine quand ça va moins bien. Est-ce que vous les sentez prêts à rentrer en bourse? Les chefs d'entreprise, la bourse pour eux, c'est un moyen de financement. Première chose. Deuxième chose, c'est sans doute un moyen de motivation des salariés parce que c'est un bon marqueur de performance. Mais il ne faut pas que ça devienne une obsession parce que ça peut se retourner assez rapidement. Puis troisièmement, je crois que la bourse, ça oblige quand même le management et l'ensemble de l'entreprise à se comporter correctement. Parce qu'on est sous surveillance. Alors ça peut en gêner certains, mais la majorité d'entre eux, pour eux, c'est quand même un bon garde-fou. On est sous surveillance, donc on doit être correct en matière d'information, en matière de transparence, en matière d'exemplarité. Et Dieu sait s'il y a des chefs d'entreprise qui ne sont pas exemplaires aujourd'hui. Et puis troisièmement, ça oblige aussi à pédaler, c'est-à-dire à faire de la croissance, à faire du développement. On a oublié deux choses. Il fallait qu'une entreprise fasse des profits parce que ça c'est absolument indispensable. Puis deux, il fallait qu'elle fasse de la croissance parce que c'est comme une bicyclette. Elle ne tient en équilibre que si on pédale et que si ça roule. Une belle métaphore. Sur Facebook, Séverine nous parle du luxe, autre secteur qui fait rêver. Il y a un des rares secteurs qui tient bien la rampe, des valeurs comme LVMH, Hermès. Le luxe, est-ce que c'est le placement boursier absolu en France? On a un peu cette impression, c'est vrai. Ça défie la gravité en ce moment. Alors, la priorité, c'est pas de se dire est-ce que je vais investir dans le luxe, parce qu'il faut quand même se former pour voir comment je vais diversifier mon portefeuille. Parce que si cette jeune femme met tout sur des valeurs comme LVMH alors, elle le ou précise, PTR, pardon, j'ai pas lu la question jusqu'au bout, mais comment le pondérer dans son portefeuille? Donc, vous voyez, elle vous a entendu. Et quelles valeurs suivre demain? Alors, comment est-ce qu'on suit le luxe, par exemple, si on veut Alors, il y a des indices sectoriels. Donc, vous pouvez vous renseigner sur les indices sectoriels, comparer en fait les ratios financiers de ces entreprises au ratio financier de l'indice. Alors, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est là-dedans, c'est qu'il faut que la personne se forme. Alors, le paradoxe en France, c'est qu'il n'y a pas de formation, comme on disait tout à l'heure, en quantité. Il y a des établissements comme l'École de la Bourse qui font des formations, mais on en arrive à un système où ce sont les sociétés cotées qui forment leurs actionnaires pour qu'ils arrivent à lire les communiqués de presse et les chiffres. C'est quand même une aberration. Et il faut souligner quand même les efforts que font ces sociétés, parce que des sociétés comme EDF font des formations à leurs actionnaires pour leur apprendre à lire les chiffres, Vivendi, donc pas mal de sociétés mettent en place. Alors généralement, c'est par le club d'actionnaires. Vous vous inscrivez au club d'actionnaires si vous avez, alors à des moments c'est une valeur, à des moments ça peut être 10, pour certains comme le cercle BNP ça peut être 200, mais derrière ça vous donne droit à bénéficier gratuitement de ces formations, et c'est avec ces formations-là que vous allez apprendre quels sont, on parlait des fondamentaux tout à l'heure, c'est ça qu'il faut savoir, c'est quels sont les chiffres fondamentaux qu'il faut surveiller dans une entreprise. Mais c'est difficile d'aller à toutes, ou alors il faut en effet être un senior retraité pour participer à toutes ces formations. Sur le luxe plus globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Oui, bien sûr, ça fait partie des secteurs qui sont incontournables aujourd'hui, ça c'est une évidence, mais effectivement il faut pondérer, il faut réorganiser son portefeuille. Je pense qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça c'est important de le faire. Et puis il faut qu'elle s'adresse aussi, si cette personne a des soucis, enfin en tout cas si elle se pose des questions sur son investissement, auprès d'un broker, parce que je pense qu'à partir du moment où on veut investir en bourse, il faut aller chez un broker. Ce sont eux aujourd'hui qui détiennent la connaissance, et notamment les personnes qui sont au téléphone, et qui peuvent accompagner chacun des investisseurs, en plus des informations qu'on va trouver sur Internet. Et on va être capable de construire des portefeuilles avec ça, comme ça en direct. Jean-Marc, sur le luxe? Parce que c'est vrai que c'est incroyable. C'est un des secteurs clés pour l'économie française, mais l'économie française n'est pas la seule. L'Italie aussi est
est très performante sur le secteur du luxe, qui est appelé évidemment à un développement considérable compte tenu de l'appétit qu'ont les pays émergents, l'Inde et la Chine, pour le secteur du luxe. Parce que le luxe, c'est quand même un marqueur d'amélioration de consommation, de prospérité. Mais ça explique aussi un divorce entre les Français et la bourse. C'est-à-dire qu'ils voient des sociétés qui profitent de cette croissance mondiale, de ce dynamisme, et ils disent, bah oui, mais chez nous, c'est plus difficile peut-être de s'acheter un sac de luxe, ou enfin, on n'a pas la même dynamique. Et donc il y a un divorce entre le dynamisme boursier parfois et la réalité économique de ce pays. Oui, bien sûr. La compréhension des Français, c'est qu'aujourd'hui, la croissance est faite principalement dans des pays émergents. C'est que nous sommes, des pays matures. La compréhension des Français, c'est de se rendre compte qu'on est à peu près équipé en produits de consommation. On a moins faim. On a moins faim. On reprend l'image du Damar. Sauf si on vous apporte une innovation technologique ou une innovation importante. Le luxe apporte du rêve, apporte de l'innovation, apporte de l'irrationnel. Donc on est prêt à payer ça. Et puis, ou alors une innovation technologique type produits électroniques. Question de Nicolas. Les Qataris investissent dans les grands groupes français. On l'a vu récemment chez Vivendi, Total, Lagardère. Pas seulement français, ils sont très présents en Angleterre. Ça a un peu défrayé la chronique aussi récemment. Tant mieux. Voilà, c'est une bonne nouvelle, c'est la question en fait. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le CAC? C'est une excellente nouvelle que certains pays pétroliers recyclent leur argent dans les pays occidentaux. Bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Ça attire aussi l'intérêt médiatique, l'intérêt économique. Tout. Mais c'est une bonne nouvelle tout simplement parce que le marché action, en fait, il faut le voir de cette façon-là. Le marché action va subir en fait des sorties de grands investisseurs domestiques, enfin grands investisseurs français, puisqu'on a Solvency pour les assureurs, BAL pour les banquiers, où ils vont certainement réduire leur exposition Donc, action. Vendre en fait Donc, des actions. Donc il y a un moment où il faut que ce marché soit soutenu. Donc face à la sortie de ces investisseurs-là, il faut bien qu'il y ait d'autres investisseurs qui se proposent. Je ne crois pas au risque politique, je ne crois pas au risque, je ne crois pas qu'un investisseur étranger ait des intentions politiques derrière. Parce que c'est ce qui est sous-entendu. Bien sûr, mais c'est ça qui est sous-entendu. Lorsqu'on voit arriver des Chinois, on se dit bon voilà, les Chinois débarquent. Ou un fonds qatari, on se dit mais en fait, ces investisseurs-là fonctionnent exactement comme un investisseur occidental, c'est-à-dire qu'il veut sécuriser son placement, le diversifier et obtenir un rendement à long terme. Parce que les gens du Golfe sont des gens qui cherchent des rendements à long terme. C'est-à-dire qu'ils veulent remplacer une rente pétrolière sur le long terme dont ils ont profité énormément et qui est en train de s'épuiser par une autre rente plus d'aussi long terme, mais dans les pays occidentaux. Parce qu'eux n'ont pas les marchés pour pouvoir générer des activités économiques comme les nôtres. Oui, je pense que dans une moindre mesure, les pouvoirs publics aussi ont tout intérêt à ce que les particuliers français reviennent sur les marchés et doivent faire en sorte d'inciter chacun des Français à investir sur les marchés en disant attention, là c'est un investissement aussi long terme et c'est aussi une façon de préserver notre patrimoine national. Mais la première chose qu'ils doivent faire, les pouvoirs publics, c'est de baisser le montant des dépenses publiques parce que s'ils baissent les montants des dépenses publiques, on baissera le déficit, donc on baissera l'endettement et ça transférera une partie de cette épargne sur les entreprises privées. On n'en prend pas le chemin. Ni d'un côté ni de l'autre, j'ai l'impression. Ne soyez pas pessimiste. D'accord. Une question piège ou pas, nous demande Laurent. En tant qu'expert des marchés, où vous placez votre argent en bourse, vous personnellement? Une question indiscrète. Jean-Marc. Immobilier. Non, mais en bourse. Vous avez des placements en bourse? Vous achetez des actions? J'ai un portefeuille qui est issu de TF1 parce que j'ai eu la chance de faire une partie de ma carrière dans une société cotée qui était assez généreuse en plan d'épargne d'entreprise. Donc j'ai essentiellement du TF1 et j'ai par ailleurs un PEA qui est donc par excellence un produit qu'on peut utiliser pour faire des arbitrages. Et vous en faites beaucoup ou c'est plutôt... Non, j'en fais plus actuellement, mais j'ai pas le temps, mais j'en ai fait, oui, à l'intérieur du PEA. C'est très intéressant, on fait des arbitrages à l'intérieur. Donc les courtiers sont très contents parce que ça fait du commerce. Vous serez fait sur Bertrand. Vous ne pouvez pas sortir du PEA parce que si vous sortez du PEA,
vous perdez en partie les avantages fiscaux qui sont attachés au PEA. Est-ce que j'ai répondu justement? Très bien répondu, c'est tout à fait ça. Bertrand, alors vous devez passer la question. Vous investissez, vous, à titre perso? Oui, tout à fait. Oui, alors c'est vrai qu'il y a parmi les règles d'or, il faut avoir du temps. Donc moi, j'en ai pas beaucoup actuellement, mais j'essaye plutôt de prendre des produits comme les trackers, qu'on peut prendre aussi au sein d'un PEA sans aucune difficulté. Et puis j'ai un contrat d'assurance. Est-ce que ça, c'est une question? Est-ce qu'il faut investir soi-même en direct ou est-ce qu'il faut passer par des fonds, des professionnels? Alors, comment est-ce qu'on place le curseur? C'est deux stratégies. C'est deux stratégies différentes. Ça dépend du temps qu'on a. On voit que la tranche des personnes de 35 à 55 ans sont généralement plutôt en gestion déléguée, c'est-à-dire via des OPCVM, des trackers, des mandats de gestion dans les banques. Donc ça, c'est la première partie. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui vont prendre le temps, parce que c'est aussi peut-être leur passion, de suivre la bourse et de faire de la bourse en direct en ayant des actions, des obligations, des warrants, des trackers, des certificats. Donc ça, c'est deux politiques totalement différentes. L'élément clé là-dedans, c'est vraiment effectivement de suivre son portefeuille. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des titres en direct si on n'a absolument pas de temps à passer sur la gestion de son portefeuille. Dans ces cas-là, on fait appel à un professionnel. Par contre, il faut suivre un peu la gestion du professionnel. Il faut être capable de dire est-ce que je suis satisfait de sa gestion. Les courtiers ont fait un gros travail aussi sur les OPCVM, sur la gestion déléguée, parce qu'aujourd'hui, on arrive à trouver des portefeuilles types ou des sélections de fonds qui sont proposés aux particuliers. Parce que c'est vrai, quand on se retrouve face à 9000 fonds, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je dois choisir? C'est aussi compliqué que d'investir finalement dans des actions en direct. Exactement. Donc là aussi, les brokers ont eu un rôle important et de sélection. Dans la sélection de plusieurs niveaux. Et puis, on a proposé un système d'entonnoir aux clients. Maintenant, on peut trouver les fonds, les pépites, les étoiles, celles qui ont les mieux performé depuis le début de l'année. Voilà, et puis avoir un comportement qui est... Alors c'est difficile parce que c'est un comportement rationnel, c'est-à-dire se donner des limites, c'est-à-dire, bon, je veux gagner 10% sur telle valeur, il faut avoir la sagesse d'une fois qu'on a engrangé les 10%, de s'arrêter, c'est-à-dire de ça fait partie des règles d'or, ça. Éventuellement à une autre valeur. Alors, c'est les ordres intelligents. Voilà. Chez les courtiers, il y a des ordres stratégiques pour ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est que la personne prend une décision d'investissement, une décision d'achat sur une valeur avec une vraie stratégie. C'est-à-dire, à 10%, je vends. Il faut le faire, à ça. Moins 10%, c'est 10% le seuil. Non, c'est chacun a son norme. 150%, c'est possible. Ça dépend des valeurs aussi. De la même façon, vous pouvez constituer votre portefeuille et vous dire. Il ne faut pas se dire, j'attends que ça aille plus haut, toujours. Il faut surtout pas attendre parce que il y aura toujours quelqu'un qui vous dira, c'est comme au casino, allez, remets une pièce encore, tu vas voir. Non, vous avez déjà 10%, c'est énorme parce que trouver un produit aujourd'hui qui vous apporte 10%, je ne reconnais pas. Net de commissions et d'impôts. Très faibles aujourd'hui. Net de commissions qui sont très faibles et d'impôts, surtout sur les courtiers. Une question d'Agathe, oui, pardon. Juste, la difficulté des actionnaires individuels aujourd'hui, c'est souvent de vendre. C'est-à-dire que prendre une position, ça va, mais après, en fait, les personnes regardent leur ligne en disant, j'attends encore un peu, c'est à 60, j'attends que ce soit à 70, c'est à 70, j'attends encore. Et en fait, il y a un moment où il faut se décider. C'est-à-dire qu'il faut vendre ou vendre la moitié de sa ligne et en garder l'autre moitié, mais il faut faire quelque chose. Les boursiers ont une expression, ils disent l'argent brûle les doigts, c'est-à-dire qu'on a du mal à le garder en cash et on a envie de l'investir, on se dit il y a plein d'opportunités. Mais vendre, c'est vrai, c'est plus dur. Agathe nous demande, est-ce que c'est moins risqué d'investir sur les grandes valeurs du CAC finalement? Est-ce que quand on débute, on prend moins de risques à aller sur les plus grosses sociétés ou pas? Alors, pendant la crise de 2008, les mid-CAC, enfin les valeurs moyennes, les valeurs moyennes et petites valeurs s'en sont très bien sorties. Et en fait, on a regardé la performance en fait. Et il y a Middle Next, l'association qui suit en fait les valeurs moyennes, qui suit ça de près. Et elles ont eu des performances qui sont vraiment très très significatives, intéressantes. Donc il n'y a pas une prime sur les plus grosses entreprises. Alors, ce qui peut poser un problème, c'est la liquidité. Voilà. C'est-à-dire que derrière, vous avez une valeur. Il faut toujours penser, quand vous rentrez dans une valeur, vous achetez une valeur à quel niveau je vais sortir de la valeur et surtout, est-ce que je vais pouvoir le faire facilement? C'est-à-dire que, bien sûr, il y a toujours une fourchette, mais si vous voulez la vendre à 22 et qu'il y a un acheteur à 5, vous aurez quand même, soit vous rendez et vous le vendez à 5, soit vous attendez et ça peut prendre des mois. Donc après, il peut y avoir un petit problème de liquidité sur les valeurs moyennes, mais l'avantage, souvent, les valeurs moyennes, il y a une facilité de compréhension.
C'est-à-dire que là où nos grosses valeurs du CAC 40, elles sont internationales. Avec plein de métiers. C'est génial, hein. Nous, on a quand même 40 valeurs qui sont très internationales, qu'on connaît bien. Par contre, la petite valeur, on va avoir tendance à voir, déjà le président, ça va souvent être le créateur, c'est son bébé, il va le défendre. On est sûr qu'il est dans le même train que nous quand on investit dans la valeur. Parce qu'il a une partie de son épargne, de son argent. Il va dans un sens, il défend, il y a une implication forte du management, comme on l'a dit, hein, le management souvent, quand il est familial, il défend l'entreprise, il ne défend pas juste son salaire ou son parachute doré ou autre. Donc ça, c'est très important. Non, mais c'est très juste ce que vous dites là. Il faut savoir vendre. Et autant on a conscience lorsqu'on vend un bien immobilier qu'il faut trouver un acheteur, on n'a pas forcément conscience qu'il faut trouver des acheteurs en bourse. Il n'y a pas forcément des acheteurs pour ça. Bon, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, moi je regarde aussi énormément l'équipe dirigeante, le chef d'entreprise, quoi. L'âge qu'il a, d'où il vient, combien il a au capital, la stabilité. La stabilité, ça c'est primordial. C'est une question d'homme. Hein. Oui, c'est vrai parce que... Oui, il y a 3 critères. L'homme et l'homme. L'homme, alors parfois la femme. Oui, quand on dit l'homme, maintenant c'est la femme aussi, hein, Véronique. C'est l'avenir de l'homme. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, ça faisait partie des critères d'investissement des particuliers. On regardait l'entreprise, hein, on voulait savoir qui était actionnaire. Et avec Internet, on est plus dans l'immédiateté, donc on réfléchit moins à ces questions qui sont pourtant essentielles. Non, et puis l'Internet a pollué quelque chose, c'est qu'elle a donné le sentiment, notamment à une génération de jeunes, qu'on pouvait faire fortune sur Internet très rapidement. Instantané. Et donc vous avez beaucoup d'étudiants que je connais, je vais les voir à HEC ou ailleurs, à l'ESSEC, qui sont convaincus qui cherchent l'idée Internet qui leur permettra de décrocher le jackpot. De devenir Mark Zuckerberg. Et de pouvoir partir jouer au golf en Floride à 30 ans. Je leur dis, mais bonsoir, qu'est-ce que vous allez vous emmerder à jouer au golf à 30 ans si vous faites fortune, donc ne le faites pas. Et faites Voilà.